Bonjour Franck. Bonjour Tom, bonjour à tes auditeurs de Éveil France et TV. Merci. Alors Franck, c'était le 17 juillet dernier, hein, le CITREP numéro 12. Nous arrivons au CITREP numéro 13 aujourd'hui. Et évidemment, l'actualité n'a pas attendu les CITREP. Il y a eu pas mal de choses qui se sont produites en Libye et à l'extérieur de la Libye d'ailleurs, hein, puisque tu vas nous en parler. Il y a des choses nouvelles qui sont en train de se mettre en place, qui semblent faire peur à un certain nombre de services étrangers, je dirais. Alors, je ne vais pas en parler plus avant, je vais te laisser la parole à ce sujet-là. Mais on va commencer d'abord, si tu le veux bien, par la situation en Libye actuellement, puisque on avait, je le rappelle, cette espèce de guerre entre, d'un côté, le général Haftar, et de l'autre, le GNA représenté par Sarraj. Et les choses se sont tassées, semble-t-il, parce que c'est là que tu rentres en jeu pour nous dire ce qui s'est passé, pour expliquer cette situation-là. Mais écoute, je reviens sur les propos que je t'avais mentionnés lors du dernier CITREP, à savoir que nous avons affaire à une mascarade, puisque la situation est toujours figée. Khalifa Haftar campe sur ses positions, si on peut appeler ça des positions, dans la banlieue de Tripoli à 80 km, où on voit s'affronter au final les intérêts étrangers. Donc Haftar, je le rappelle, bénéficie du soutien de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte. Alors l'Égypte pour des raisons sécuritaires contre l'islamisme intégriste, des Émirats Arabes Unis, de la France, de la Russie. Et de l'autre côté, nous voyons ce GNA, ce gouvernement d'occupation reconnu par l'ONU, qui bénéficie du soutien de l'Italie, du Qatar, de la Turquie. Et pour preuve, nous savons que Khalifa Haftar opère énormément de bombardements via des drones de fabrication chinoise qui sont fournis par les Émirats Arabes Unis. De l'autre côté, nous avons le GNA qui bombarde aussi les positions de Khalifa Haftar avec des drones de fabrication turque. Voilà. Donc on a une guerre interposée, puisque toutes ces puissances cherchent uniquement à avoir le contrôle tant sur la Banque centrale que sur la NOC, sur le pétrole, sur les richesses du peuple libyen, aux dépens du peuple libyen. Parce que là, l'ONU estime que depuis l'entrée, la tentative d'entrée de Khalifa Haftar à Tripoli, ils estiment qu'il y a eu plus de 150 000 déplacés. On peut multiplier le chiffre par deux. Donc on a plus de 300 000 civils aujourd'hui qui ont été contraints de quitter Tripoli sur les zones d'affrontement. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que je tiens quand même à rappeler que la résolution 1973 était une no-fly zone qui avait été respectée par la gendarmerie arabe libyenne en vue de protéger les populations civiles du bombardement. On est à plus de 2500 morts, dont 70% sont des civils. Donc on voit bien ce cinéma en 2011, puisqu'on nous a fait croire que le régime de Muammar Kadhafi massacrait la population. Or, il n'en était rien, puisque cette résolution de no-fly zone avait été acceptée par la gendarmerie arabe libyenne. Donc, il n'y avait pas d'avion qui bombardait pour aller bombarder les positions tenues par les rebelles, présentés en tant que tels à l'époque, alors qu'en fin de compte, c'était des mercenaires au service des multinationales et des États qui sont en train de piller. Le temps nous donne raison, puisque maintenant, la presse internationale parle du fiasco libyen, d'un fiasco des États, Nicolas Sarkozy, Israël, l'Angleterre, les États-Unis ont soutenu à l'époque des membres d'Al-Qaïda pour renverser la gendarmerie arabe libyenne et tuer Muammar Kadhafi en vue simplement de s'accaparer le pétrole. Ce qui est le cas d'ailleurs aujourd'hui, puisque malgré le chaos ambiant, les conflits incessants dont sont victimes la population libyenne, dans une omerta totale de la part de l'ONU. On ne voit pas le Conseil de sécurité demander une intervention étrangère parce qu'aujourd'hui,
les Libyens sont victimes des bombardements tant de Khalifa Haftar ou de Fayez el-Sarraj. Voilà. Là, il y a une omerta. On est à plus de 1000 civils qui sont tués sous des bombes. Là, il n'y a pas une résolution 1974, no-fly zone. Ouais. Personne n'en parle. Bon, on voit bien le fiasco. Hein. Les contradictions aussi. C'est quand même important de le dire. Parce qu'aujourd'hui, le conflit qui s'oppose entre Khalifa Haftar et Fayez el-Sarraj, qui sont uniquement concentrés sur les intérêts de pays étrangers pour savoir qui aura le contrôle sur la plus grosse réserve de pétrole d'Afrique. Je tiens aussi à rappeler que le pétrole libyen est de très bonne qualité, qui n'a pas besoin d'être... il est très pur, donc il n'a pas besoin d'être purifié. Donc, il est très économiquement intéressant. De plus, il y a le puits P2, je crois. Ils ont trouvé un nouveau puits qui ferait d'ailleurs de la Libye le plus gros producteur mondial de pétrole. D'où ces conflits incessants entre puissances étrangères pour savoir qui en aura le contrôle. Et le gaz, il ne faut pas oublier que le gaz, pareil, une grosse poche de gaz a été découverte dans la région du Fezzan, qui ferait de la Libye le plus gros exportateur de gaz et qui devancerait d'ailleurs l'Algérie d'Afrique. Voilà. Donc on comprend aujourd'hui l'omerta médiatique qui est portée sur la Libye. On voit une guerre ouverte entre la France et l'Italie. Alors la France reconnaît officiellement l'hypocrisie française, l'hypocrisie de la diplomatie française aujourd'hui, c'est qu'elle reconnaît le GNA, mais soutient Khalifa Haftar. Oui. Et l'Italie, elle, soutient les milices de Misrata qui reconnaissent le gouvernement de Tripoli, parce que Misrata contrôle la zone de Zaouïa. Il y a la raffinerie de gaz qui se trouve à Zaouïa, qui était à la base un investissement italien. Et aujourd'hui, la société Eni profite allègrement tant du gaz et du pétrole. Alors, ce qui est intéressant, c'est la position des Russes, parce qu'elle est tout aussi ambiguë. Oui, tout à fait. La Russie, aujourd'hui, au travers une société privée, Wagner, est présente aux côtés de Khalifa Haftar, parce que Haftar a promis à la Russie qu'en cas d'aide indirecte, dirons-nous, parce que la Russie reconnaît aussi officiellement le gouvernement reconnu par l'ONU, à savoir le GNA, donc envoie ses mercenaires, cette société Wagner, pour assister Khalifa Haftar, parce que Haftar a promis à la Russie le pétrole, le gaz, des contrats de construction, voilà. Sauf que la Russie est en train de se fourvoyer et en train de tomber dans le piège que Kadhafi avait évoqué déjà en 2011, puisque la Libye c'est très compliqué. D'ailleurs, la société Wagner a perdu entre 30 à 40 de ses hommes il y a pas plus tard il y a à peu près un mois environ, dans des combats acharnés contre le gouvernement du GNA. Donc la Russie a une position qui est aussi ambiguë, puisque il y a eu un accord là il y a à peu près 2 mois, puisque Gazprom, la société russe, est actionnaire au sein de la société Eni, et ils ont pris des parts de marché avec la société Eni, donc société Eni italienne. Donc aujourd'hui, c'est de là qu'on a pu voir Poutine essayer d'arriver en conciliation pour essayer de régler ce différend qui s'oppose entre Khalifa Haftar et le GNA. Donc la Russie est au même niveau aujourd'hui que la France, puisqu'elle joue sur un deux tableaux, au même niveau que les Américains, qui eux aussi jouent sur les 2 tableaux, puisque Khalifa Haftar, je le rappelle, a la nationalité américaine, défend uniquement les intérêts des sociétés américaines, puisqu'aujourd'hui, le croissant pétrolier qui est sous contrôle de Khalifa Haftar est sous contrôle de compagnies américaines. On voit bien la complexité, on voit bien qu'aujourd'hui, cette communauté internationale dans son ensemble se désintéresse complètement du peuple libyen, des droits fondamentaux de ce peuple, de s'autodéterminer, d'avoir le contrôle sur leur pays. Et on voit qu'aujourd'hui, seul intéresse la richesse de la Libye, à savoir le pétrole, le gaz, l'uranium, l'or, parce qu'on a aussi trouvé des gisements d'or
à la frontière commune dans la région de Tbilissi, et de l'uranium, qui sont d'ailleurs exploités par Areva de manière complètement illégale. Et on a même des sociétés chinoises et françaises qui extraient de l'or en Libye, dans cette région, sans accord, puisqu'il y a une absence d'État en Libye, il n'y a pas d'État. Donc on voit bien que ce chaos, au final, profite à ces multinationales, aux dépens, malheureusement, du peuple libyen. Je tiens toujours à rappeler, je le fais systématiquement parce que c'est quand même important de le faire, qu'il y a plus de la moitié de la population qui est exilée depuis 2011, pour qui les Talibiens ne fait strictement rien. Il y a aussi quand même un gros paradoxe, c'est que nous voyons la NOC qui n'a pas annoncé, malgré les conflits, de baisse du pétrole. Au contraire, le pétrole augmente, malgré les conflits. Et cette NOC, à défaut d'argent, est obligée d'emprunter sur des marchés privés pour pouvoir payer. C'est quand même assez hallucinant. Puisqu'au final, cet argent va à la direction, on va dire, de 2,5 millions, 3 millions de Libyens et encore, est obligée d'emprunter sur les marchés privés de l'argent pour pouvoir payer les engagements pris avec les sociétés privées, puisque la NOC, je tiens à te le rappeler, ainsi que la Banque centrale, ont été privatisées dès 2011, dès que le CNT s'était déclaré comme étant gouvernement officiel et en remplacement de la Jamaïque arabe libyenne. Donc on voit bien qu'on a affaire au casse du siècle, et qu'aujourd'hui tous ces pays, cette communauté internationale qui se résume à l'OTAN, mais aussi à la Russie, parce que il faut voir le jeu de la Russie aujourd'hui. Le jeu de la Russie aujourd'hui, il est purement des intérêts économiques pour Gazprom et pour les sociétés pétrolières et gazifières russes. Aujourd'hui, la Russie ne s'intéresse pas à l'intérêt du peuple libyen. C'est important de le dire, Tom, parce que tout le monde encense Poutine, la politique de la Russie sur le dossier libyen, n'ont que faire de la souveraineté du peuple libyen. C'est une réalité malheureuse, mais elle est là, il faut le dire, il faut être honnête, il faut être clair. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans un statu quo. Moi, je pense que tout ça, c'est un jeu qui est monté, parce qu'on nous crée un conflit. Pendant ce conflit, ces multinationales continuent à engendrer des bénéfices énormes, parce que je tiens quand même à rappeler que dans ce cadre-là, nous avons affaire à des ventes de pétrole contre des échanges d'armes, tant de la part du GENA, mais aussi de Khalifa Haftar. Il y a des échanges de tankers de pétrole contre des armes. On sait par exemple que aujourd'hui il y a des sociétés émiraties qui prennent du pétrole à 10-15 $ en échange d'armes. Voilà. Donc aujourd'hui, les marchands d'armes et les sociétés pétrolifères se font des bénéfices énormes sur le dossier libyen. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de stabilisation de la Libye. Pourquoi ? Parce que demain, il y a un État fort, l'État est souverain, on reviendra sur les cours normaux, l'argent sera rétribué, les contrats seraient plus tendus, et donc ces multinationales engendraient beaucoup moins de bénéfices. Donc ça profite à tout le monde. Ça profite tant à la Turquie, au Qatar, mais aussi à la France, aux Émirats arabes unis et à la Russie actuellement, qui joue un double jeu sur le dossier libyen. Voilà. Donc c'est important de le préciser quand même. Voilà. D'accord. C'était important qu'on fasse le SITREP pour que tu puisses effectivement nous éclairer sur ce sujet. Et précisément sur celui-là. Qui se défend d'être le libérateur de la Libye, n'a pas été capable de libérer sa tribu, parce que la tribu de Khalifa Haftar, elle est à Sirte. Aujourd'hui, à Sirte, il y a 2 bataillons de Misrata, c'est à peu près 500 hommes qui tiennent actuellement Sirte. Khalifa Haftar n'a pas la capacité aujourd'hui, n'est pas capable de reprendre Sirte, sa ville. Comment Khalifa Haftar peut-il libérer la Libye alors qu'il n'est pas capable de libérer sa tribu qui se trouve à Sirte? Donc on voit bien derrière tout cela qu'il n'y a pas de volonté. De plus, Khalifa Haftar est confronté à un désengagement énorme, puisqu'au départ du conflit, on estimait une fourchette haute entre 20 et 25 000 hommes. Je tiens à te rappeler qu'il y avait des anciens militaires restés fidèles à Muammar Kadhafi qui ont eu la naïveté de croire que Khalifa Haftar allait nettoyer la Libye de ses milices takfiristes. Or, il n'en était rien. Et il y a de plus en plus de tribus qui ont rappelé
leurs hommes, au point qu'aujourd'hui, Haftar, on estime qu'il a entre 5 et 6 000 hommes qui lui sont restés fidèles. Donc il y a eu un désengagement énorme de gens, de tribus, notamment des tribus du Sud, qui ont rappelé les membres de leur tribu de se désolidariser de Haftar. Et Haftar, aujourd'hui, est obligé de passer par les services de mercenaires russes, hein, au travers de la société Wagner, et de mercenaires tchadiens. Voilà. Et de l'autre côté, nous savons de sources internes, hein, libyennes, de la résistance libyenne, que le GNA a rapatrié entre 7 à 8 000 hommes de Syrie et d'Irak, hein, des takfiristes, des daïchistes, membres de l'État islamique, hein, qui sont aux côtés aujourd'hui des milices mafieuses de Tripoli, et ce qui explique aussi le fait que Haftar a du mal à pénétrer dans Tripoli parce qu'il a affaire à des gens qui sont aguerris au combat de rue depuis des années. Voilà. Donc tout ça est connu. Hein. Il faut le dire. Hein. Les services de renseignement étrangers sont au courant de ça. Mais cette situation conforte ces multinationales qui continuent à piller allègrement le pétrole et le gaz libyen. Voilà, donc on est dans un statu quo. Mais ça ouvre une porte, quelque part, d'espoir pour le peuple libyen au travers de Saïf al-Islam. Parce que le Libyen, maintenant, aujourd'hui, a compris ce qui se passe. Donc, on a un renforcement aujourd'hui des prises de position plus ardues, hein, de chefs tribaux qui osent, depuis quelques mois, parler à visage découvert et appeler les membres de leur tribu à se préparer au soulèvement populaire. Et ils y vont jusqu'à menacer ceux-là même qui ont collaboré tant avec Khalifa Haftar ou avec le GNA, et les met en garde de revenir auprès des tribus et de se rattacher à leurs tribus, sans quoi, le jour du soulèvement et le jour de la libération de la Jameria, c'est rien des problèmes. On ne l'a jamais vu depuis 2011. Parce que la situation est tellement en statu quo aujourd'hui, la situation des Libyens est tellement catastrophique qu'aujourd'hui, publiquement et à visage découvert, chose qui n'arrivait pas, les chefs de tribu s'expriment. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus peur parce qu'il y a eu énormément de pression, de menaces, d'enlèvements, d'assassinats. Depuis 2011, tu peux bien imaginer qu'il y a eu des gens qui sont restés fidèles à la Jamaïque, qui se sont exprimés publiquement. La conséquence de leur revendication a été la mort, hein, ou l'enlèvement, hein, où ils sont incarcérés. Aujourd'hui, il y a un ras-le-bol tel qu'aujourd'hui, ces chefs de tribus s'expriment. Donc, il faut s'attendre. Alors, il est vrai, hein, ça fait quand même 2-3 ans que j'annonce un soulèvement populaire. La situation est quand même compliquée en Libye. Hein. Il y a des ingérences étrangères telles qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Des pressions énormes. Hein. Moi, j'en ai été témoin à différentes occasions. Et on en parlera pour évoquer un petit peu la thématique du CRI et des pressions qu'aujourd'hui connaît le Comité révolutionnaire international. Donc, on peut imaginer ceux qui sont restés fidèles à la Jamaïa arabe libyenne en Libye, dans la situation dans laquelle ils se retrouvent aujourd'hui. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pressions, des menaces d'assassinat, d'enlèvement de membres de leur famille. Enfin voilà, parce qu'il n'y a pas d'état de droit en Libye. Nous avons affaire à des milices qui sont au service d'intérêts étrangers, diverses et variés. Voilà. Donc, il y a une absence d'État, une absence de droit, une absence de justice. Mais là, par contre, on ne voit pas l'ONU ou le Conseil de sécurité voter des résolutions, hein, puisqu'aujourd'hui, les premières victimes de cette situation en Libye, ce sont les Libyens eux-mêmes. Alors, peut-on parler d'un sondage qui a eu lieu à Tripoli et qui a été effectué par 2 Russes qui visiblement ont perdu leur liberté d'action et de mouvement à cause de ça, justement, parce que il nous aurait donné des chiffres très intéressants en termes d'intention de vote en cas d'élection. Hein. À Tripoli même, oui, alors tout à fait. Alors, voilà, ce sondage, c'est un institut, c'est une ONG russe. Travaille, voilà, il y a deux Russes qui sont partis, qui ont passé plusieurs mois à Tripoli et qui ont mis un protocole de sondage, hein, des quartiers, enfin des différents endroits de la ville de Tripoli. Et lors de ce sondage, Fayez el-Sarraj sortait à 4% en cas d'élection. Haftar sortait à 30% et Saïf al-Islam était au-delà de 60%.
Donc le GNA a considéré que c'est une atteinte à la sûreté de l'État. Donc ces deux Russes qui travaillent pour une ONG russe sont toujours incarcérés au moment où je te parle actuellement parce qu'ils ont considéré qu'ils étaient là pour déstabiliser. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, à Tripoli même, il y a une popularité énorme au travers de Saif al-Islam parce que les Libyens connaissent le projet de Saif al-Islam, parce que Saif al-Islam a un projet politique pour la Libye. Il fait un consensus, il incarne aussi la stabilité, la sécurité que son père incarnait sous la Jamaria, cette démocratie directe, ce pétrole et ce gaz qui allait à la direction du peuple libyen et non pas à la direction des multinationales comme c'est le cas aujourd'hui. Donc effectivement, ce sondage qui a été fait, mais de bonne foi, dirons-nous, hein, ça a gêné aujourd'hui les autorités du GNA, qui fait qu'aujourd'hui, ces deux chercheurs sont actuellement incarcérés. Alors on ne sait pas où, mais ils sont incarcérés par une milice de Tripoli. Voilà. Et là, on ne voit pas. Et c'est là aussi, c'est qu'on ne voit pas la diplomatie russe faire le nécessaire pour demander la libération des deux compatriotes. Voilà. Moi, je suis quand même sur la Russie. Hein, on encense la Russie sur le dossier syrien, mais la Russie avait le port stratégique, des intérêts militaires très importants, parce que la Syrie permet à la Russie d'avoir un accès à la Méditerranée. En eau chaude. Donc, ils sont partis uniquement dans cet intérêt-là, parce qu'on voit bien sur le dossier libyen. N'oublions pas qu'il suffisait simplement que la Russie mette un veto sur cette résolution pour que la Jamaria soit encore en place, parce que cette résolution de 1973, c'est une no-fly zone. Il n'était pas prévu qu'on bombarde. On voit 90 000 bombardements en Libye, parce que c'était ça, la conséquence. Il y a eu quand même plus de 25 000 morts civils. Elle ne prévoyait pas ça, cette résolution. D'accord. Donc, la Russie a aussi sa part de responsabilité. Au même titre que la Chine, qui suit d'ailleurs la politique étrangère russe, a sa part de responsabilité. Poutine, c'est désolé d'ailleurs de cela, mais les mots c'est une chose, mais c'est les actes. Les tribus libyennes ont appelé à l'aide, puisqu'aujourd'hui la seule entité politique qui représente le peuple libyen, ce sont ces tribus libyennes restées fidèles à Muammar Kadhafi dans leur grande majorité. La Russie n'a pas relevé à cet appel. Je tiens à te rappeler que, alors je voulais aussi préciser que j'ai été interviewé par un journaliste russe il y a à peu près un mois. Je devais passer, je t'en avais parlé sur la télévision du ministère de la Défense russe. Oui. Mon interview a été censurée par la rédaction. Voilà. Il est important de le dire. Alors, ça n'empêche pas pour autant... Non, mais ce qui est important, c'est de savoir c'est que le peuple va se soulever de toute façon, parce qu'à force, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de solution. C'est-à-dire que les Libyens qui s'étaient retournés contre Kadhafi, qu'on estime à peu près entre 25 et 30%, aujourd'hui on appelle même au retour de Saif al-Islam. C'est-à-dire que lui, Saif al-Islam fait peur à beaucoup de gens, fait peur à beaucoup de pays. Il y a l'Union africaine qui avait demandé d'ailleurs que un des représentants, le prochain représentant de l'ONU soit africain. Ça a été refusé par l'ONU. Pourquoi ? Parce qu'on connaît la proximité de l'Union africaine auprès de Saif al-Islam, auprès de Muammar Kadhafi, qui a fait énormément pour l'Afrique. Ouais. Mais ça, on va en parler par rapport à l'actu du CRI dans quelques instants. Ben oui, justement, merci de faire la transition finalement, parce que effectivement, l'histoire de la Jamaria arabe libyenne revient sur le devant de la scène. C'est un début, mais c'est un très beau début, un début prometteur, à travers une commémoration, celle de l'assassinat du guide Muammar Kadhafi, le 8e anniversaire de son assassinat. Le CRI a organisé un peu partout en Afrique des manifestations de soutien et des manifestations pour montrer que... Voilà, des manifestations d'hommage. C'était un hommage. Voilà, qui ont été rendus à l'occasion de la mort de son assassinat. Dommage, tout à fait, oui. Alors, si je peux me permettre, nous avons un premier rassemblement au Mali cette année qui a attiré entre 500 et
500, 600, 700 personnes, ce qui est assez important pour un premier rassemblement, où on avait même des gens de la société civile malienne c'est une banlieue de Bamako, où le maire, le député étaient présents lors de cet hommage, ce qui est quand même assez important. Donc il y a une autorisation légale qui a été acceptée par la commune, qui a largement été reprise au Mali par le journal national, presse écrite, télévision. Donc c'est un hommage qui a eu un écho très fort. Pour un premier rassemblement, c'est un vif succès. Et c'est au Niger où notre coordinatrice... au Mali, notre coordinateur est Diallo, un nouveau coordinateur qui a fait un excellent travail, que je tiens à remercier ici d'ailleurs par son travail. Pour une première, il a fait un très bon travail. Il a su mobiliser, montrer que cette jeunesse africaine est restée attachée à l'héritage politique de Kadhafi et à garder en mémoire les bienfaits que le guide Muammar Kadhafi apportait à l'Afrique. Au Niger, il y a eu à l'université un rassemblement à 20h30 où on a eu plus de 2000 personnes. Je pense que tes auditeurs verront les images au travers de Citrep, puisque je vais te transmettre tout ça. Nous avons eu au Bénin, il y a eu un problème de climat, mais on aurait dû avoir 1000 personnes. Il y a eu des fortes pluies. Donc le rassemblement a été reporté. Ils ont quand même rassemblé plus de 200 personnes. On a eu aussi des rassemblements au Cameroun. On avait à peu près entre 100 et 150 membres du CRI qui ont rendu hommage à Muammar Kadhafi. Donc on voit bien que les efforts menés par les coordinateurs en Afrique, donc Aïcha Lawali au Niger, Oscar, coordinateur Afrique au Bénin, Diallo, coordinateur au Mali, Maliga, coordinateur au Cameroun, qui sont persévérants, puisque c'est la 3e année qu'ils organisent cet hommage à Muammar Kadhafi à l'occasion de l'anniversaire de son assassinat. Cette année, nous avons eu énormément de monde, au point même que nous avions prévenu la presse internationale, que ce soit TV5 Monde, RFI, Africa 24, France 24. Ces derniers n'ont pas couvert parce qu'ils étaient étonnés de voir autant de monde, autant de jeunes étudiants, autant de jeunes panafricains honorer la mémoire de Muammar Kadhafi. Et là, on commence vraiment à poser un problème parce qu'au-delà de cet hommage, a été fait appel au retour de Saïf al-Islam pour sécuriser cette Libye, pour ramener la paix en Libye. Et donc, inévitablement, nous dérangeons, puisque nous ramenons une vérité qui a été complètement occultée, qui est occultée par l'ensemble des médias, à savoir la popularité aujourd'hui de l'héritage politique de Kadhafi, tant en Afrique mais aussi en Libye. Je tiens à te rappeler qu'on n'avait pas parlé, mais le 1er septembre dernier, à l'occasion de la fête al-Fatah, il y a eu des centaines de milliers de Libyens qui sont sortis en Libye, y compris dans des zones, alors c'est un précédent, y compris dans des zones tenues par le GNA, à Zourma, qui se trouve à côté de Zawiya, où les jeunes sont sortis avec des drapeaux verts, sont sortis armés pour se protéger. Ils ont bravé l'interdiction de manifestation. On a eu des rassemblements très importants, comme d'habitude, à Bani Walid, à Agadh, à Oubari, à Benghazi. Khalifa Haftar a déployé le bataillon 106 pour empêcher un grand rassemblement qui devait avoir lieu sur la place centrale de Benghazi. Donc il a déployé l'armée pour empêcher que les gens manifestent leur soutien à Saïf al-Islam et leur soutien au retour de la Jamaïa arabienne. À Gouribali, qui se trouve dans la banlieue de Tripoli, qui est une zone tenue par Khalifa Haftar, ils ont carrément coupé l'électricité et déployé le bataillon 106 pour empêcher l'expression naturelle des habitants de la ville à leur soutien à Saïf al-Islam et à la Jamaïa. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, cette communauté internationale a peur. Alors ce qu'on va appeler une résurgence, qui n'en est pas. Parce qu'aujourd'hui, comme je te l'ai expliqué, les Libyens sont tellement dans le statu quo, sont prêts à braver les interdictions de manifestation pour exprimer leur souhait de voir Saïf al-Islam Kadhafi reprendre le pouvoir en Libye pour ramener cette paix en Libye et ramener cette dignité au peuple libyen. Parce que le peuple libyen a perdu sa dignité depuis 2011. D'accord. C'est important de le rappeler. Donc, alors, par rapport à ça, effectivement, le CRI est victime d'attaques depuis à peu près 2-3 semaines qui se traduisent par
des attaques qui sont nous savons que c'est le Mossad qui est à la manœuvre, puisque les intérêts du Mossad en Libye et en Afrique d'Israël sont énormes, sont très importants. Donc nous avons des piratages constants de la part des coordinateurs, mais aussi notre coordinateur général Tahir Daesh, des comptes Facebook, des pages sur lesquelles nous diffusons ces informations. Alors nous avons un membre des comités révolutionnaires qui a été convoqué dans le cadre de son activité professionnelle par rapport à son engagement et son implication au sein du comité révolutionnaire international, qui a subi des pressions avec un risque de perte d'emploi. Alors bien évidemment, nous membres des comités révolutionnaires, l'ensemble des coordinateurs, nous sommes mobilisés pour empêcher que ce dernier se fasse licencier en menaçant de porter des manifestations à l'égard de sa société dont je tairai le nom ici, qui est une société internationale, française d'ailleurs, en menaçant de porter sur la voie publique les pressions dont sont victimes ceux-là même qui défendent un héritage politique, une culture politique. Voilà, donc on subit énormément de pression. Moi, ce qui est assez encourageant en tant que tel, puisque si nous dérangeons, si on commence à nous poser problème, c'est qu'on dérange, donc ça veut dire qu'on est sur le bon chemin. Donc tout ça nous renforce. Tout ça nous renforce et nous unit. Aujourd'hui, le CRI est en train d'établir une base solide en Afrique. Nous aurons de plus en plus de jeunes étudiants, de jeunes dans leur ensemble qui veulent rejoindre ce comité révolutionnaire international. Nous avons énormément de mouvements panafricains qui veulent se fédérer au sein du CRI, puisque le CRI incarne l'héritage politique de Kadhafi, et les Africains, eux, savent ce que Kadhafi a fait pour l'Afrique. Et les projets pour l'Afrique, puisque tous les projets pour l'Afrique ont été après sa mort complètement abandonnés. Ils voulaient créer le Fonds monétaire africain. Les États-Unis d'Afrique ont été abandonnés par cette Union africaine qui aujourd'hui est sous la houppe tant des États-Unis mais surtout de la France en ce qui concerne la zone franc CFA. Voilà. On voit qu'aujourd'hui la France a énormément de problèmes au Mali, puisque cette jeunesse africaine est éveillée, a pris conscience aujourd'hui de l'occupation dont ils sont victimes et du pillage des multinationales françaises, avec l'appui malheureusement de l'armée française, que ce soit au Mali, que ce soit au Niger. Donc il y a une prise de conscience. Il y a eu des actions d'ailleurs de jeunes panafricains au Mali qui ont bloqué l'accès de convois militaires de manière à ce que ces derniers ne puissent pas rentrer dans leur base. Ça va être le cas aussi au Niger dernièrement. En Centrafrique, il y a un rejet des populations de la présence militaire française qui défend uniquement les intérêts des multinationales. Donc la France-Afrique, au point même que Macron s'en inquiète. Macron s'en inquiète. La Russie profite de cette occasion, puisqu'ils ont mis en place un sommet dernièrement, profite de l'occasion pour se positionner. Et tout ça parce que aujourd'hui l'Afrique est le continent le plus riche de notre planète. C'est multinationales qui aujourd'hui pillent les richesses africaines aux dépens des Africains, et c'est ce qui explique d'ailleurs que nous avons des vagues migratoires très importantes en Europe, puisque ces Africains inconsciemment veulent peut-être venir récupérer cette richesse qu'on leur a volée en essayant de survivre en Europe, puisque dans ces pays-là, ils n'ont pas les capacités de pouvoir vivre dignement, alors qu'ils disposent de richesses énormes. Voilà, donc et ça, Muammar Kadhafi avait été visionnaire là-dessus. C'était pour cette raison-là qu'il voulait créer une monnaie africaine pour enlever la mainmise de ces multinationales qui pillent aux dépens des peuples. Voilà. Alors cette jeunesse africaine est très éveillée et elle se rapproche de plus en plus du comité révolutionnaire international, ce qui explique d'ailleurs ces pressions, ces attaques dont sont victimes les coordinateurs du CRI en termes de communication sur des menaces diverses et variées que peut avoir notre coordinateur général, Tahir Daesh, qui lui subit énormément de menaces de mort de manière malheureusement assez régulière. Sur ma personne aussi, je subis des pressions diverses et variées. Mais tout cela
n'enlève en rien notre détermination à mener le combat que Mouammar Kadhafi il a donné sa vie pour l'Afrique, il a donné sa vie pour l'autodétermination des peuples dans le monde entier. Il s'est battu, il est mort pour s'être battu et ne s'est pas incliné face à ce mondialisme. Et nous considérons comme étant les garants et les soldats de la pensée idéologique de Mouammar Kadhafi. Donc, j'adresse un message à ceux-là même qui tentent de nous déstabiliser, que c'est en vain, et plus ils nous attaquent, plus ils nous renforcent. Et cette victoire, nous l'aurons. Et nous ferons tout pour que les générations à venir puissent vivre librement, dignement, et qu'ils se réapproprient leur richesse. Voilà, je voulais adresser un petit peu ce message, parce que je pense que ton site web sera entendu par ceux-là même qui nous attaquent. Oui. Continuez à nous attaquer, vous nous renforcez. Oui, y compris des attaques d'ailleurs sur les connexions internet, ce qui m'a été, comme à toi, été des cibles. Hein. Donc, mais bon, le site-rep est en train de s'enregistrer concernant la Libye à l'instant, donc peut-être que finalement toutes ces mesquineries n'auront servi à rien. C'est du gaspillage de temps, d'énergie pour finalement un résultat presque nul. Ils font leur travail, mais s'ils pensent que ce genre d'attaque puérile vont nous affaiblir ou nous décourager, au contraire, elles nous renforcent. Alors, c'est pas tout à fait le sujet sur la Libye, mais tu voulais faire une démystification à propos des, je dirais, du langage, de la façon de présenter la communauté musulmane en France par Éric Zemmour. Tu voulais faire une intervention qui est assez... Il y a un lien forcément avec ce qui se passe en Afrique et en particulier en Libye, c'est-à-dire qu'il y a une opération psychologique là qui était en train de se mettre en œuvre et tu voulais nous démystifier ça en fait. Oui, Éric Zemmour, effectivement, s'attaque de manière très virulente, et ce depuis des années. Il a été condamné d'ailleurs à 2 reprises. Hein. Donc c'est un délinquant hein, de fait. Et ce dernier a été bénéficié d'une tribune puisqu'il a été salarié par CNews, qui, je tiens à le rappeler, fait partie de Bolloré. Bolloré, il faut rappeler qui est Bolloré. Hein. Bolloré est d'origine juive. Hein. Un oligarque. Un oligarque juif pro-sioniste à Bolloré, pays de l'Afrique actuellement. Donc il est tout naturel qu'aujourd'hui Bolloré, qui peut avoir sa nationalité israélienne quand il le souhaite, hein, qui pourrait d'ailleurs, moi je l'invite à aller faire son alaya en Israël, hein, dans l'intérêt du pays qu'il défend. Zemmour, en finale, et CNews, polémique constamment sur le voile. Alors après... on nous dit toujours que c'est une manière de créer une tension entre les Français et les Français de souche, entre guillemets, hein, parce que je n'aime pas trop ce terme, et les musulmans, qui sont d'ailleurs pour l'essentiel français, parce que nés sur le territoire français. Donc on essaie de créer un choc des civilisations. Alors, mais pourquoi? Parce que c'est quoi le but visé de Zemmour et de tous ces islamophobes là, qui s'expriment au travers de ces news? C'est simplement de faire peur à la communauté juive française. Puisqu'on estime à peu près à 2 à 3 millions de juifs de nationalité française. Donc on essaie de faire peur à cette communauté, pour que cette communauté puisse retourner en Israël faire leur alaïa. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si on prend une échelle démographique, Israël, dans 20 ans, il y aura plus d'Israéliens arabes que d'Israéliens juifs. Donc cette politique sioniste qui est au pouvoir actuellement, en cas d'élection, on aurait un gouvernement d'Israéliens arabes, si on suit leur système démocratique. Voire palestinien. Cette polémique aujourd'hui qui a lieu, et ça personne n'en parle, hein. Mais ça c'est très important de le dire, parce que c'est une stratégie. C'est-à-dire que Zemmour vise aujourd'hui à faire peur à la communauté juive française, qui au demeurant ne veut pas faire son allié en Israël. La conséquence des attentats... Et d'ailleurs, si tu veux bien, excuse-moi hein, Franck, si tu veux bien, je vais renforcer ce que tu dis, puisque apparemment, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle une contre-alia qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'un certain nombre de juifs qui avaient immigré en Israël se sont rendus compte de l'imposture de ce qu'ils vivaient là-bas, de ce qu'on leur faisait subir.
Mais pas de l'imposture, c'est-à-dire que la condition de vie en Israël est très difficile. Voilà. Et donc ils sont revenus, pour ceux qui en avaient encore les moyens. Il y a énormément d'enseignants ou de fonctionnaires qui étaient de confession juive qui ont fait leur alaïa, parce que tu sais que quand tu es en fonctionnaire, tu peux demander une année, tu peux te retirer un an sans perdre ton emploi. Hein. Voilà, alors, c'est ça. Disposition légale. Voilà. Donc la plupart des fonctionnaires qui sont partis là-bas pour s'installer en Israël, au bout d'un an, reviennent en France. Voilà. Pourquoi? Parce que la condition de vie en Israël, la vie est très chère. Voilà. Ça. Les loyers sont élevés, la nourriture est élevée, c'est très compliqué de s'installer en Israël. Donc la condition économique d'aide sociale est moindre. Hein. Donc, du coup, les gens reviennent. Alors, là, justement, l'idée, c'est de faire quoi? Parce que moi, Zemmour, à la limite, moi, j'aimerais, moi, qu'il prenne sa nationalité israélienne et puis qu'il aille faire son alaïa et qu'il aille prophétiser en Israël le fait de porter un foulard noir, on est frères musulmans, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a 30% en Israël, entre 20 ou 30% de juifs arabes qui portent le voile. Donc, qu'il aille prophétiser dans son pays, qu'il laisse le peuple français, qu'il arrête de manipuler et de jouer des intérêts d'Israël, parce que c'est ce qu'il fait. Hein. C'est un chayadine, Zemmour. Hein. Son objectif à lui, au même titre que CNews, c'est de défrayer la communauté juive française pour qu'il retourne en Israël, parce que c'est une communauté très forte. Et Israël a ce problème, parce que, à défaut d'avoir des juifs israéliens, il y aura plus de juifs arabes. Donc, c'est ce que Kadhafi d'ailleurs avait dit. Hein. Kadhafi avait dit, mais c'est pas grave. Laisser les juifs et les arabes ensemble, parce que Kadhafi avait compris que les arabes faisant plus d'enfants que les juifs, qu'à terme, sur 20 ou 30 ans, il y aura plus d'Israéliens arabes que d'Israéliens juifs. Donc le rôle de Zemmour, le rôle de tous ces journalistes, qui ont tous d'ailleurs la double nationalité franco-israélienne, pour l'essentiel, sur les plateaux de CNews, il suffit de regarder, simplement. On comprend l'intérêt, la stratégie de ces gens-là. Voilà. C'est pas de créer un climat de tension entre les Français et les musulmans. Non, c'est de faire peur à cette communauté juive. Je crois que la conséquence des attentats en France depuis 2015, c'est qu'il y a plus de 70 000 familles, ce qui est énorme, un chiffre énorme, sont parties faire leur alaïa en Israël. Voilà. Il a fallu qu'il y ait des attentats en France pour que les Français de confession juive demandent leur nationalité israélienne et partent faire leur alaïa. Voilà. Ça, je n'ai jamais entendu sur les médias traditionnels ou sur les analystes, même sur des médias alternatifs. C'est pour ça que je me permets, si tu veux, d'évoquer ce point, parce que nous avons affaire à des agents d'Israël, à des agents du Mossad, à des chayadines qui sont là pour créer un climat de tension, mais uniquement à la direction des juifs français. Mais je pense que les juifs français sont très éclairés et très habiles de la situation. Mais en attendant, ça fait du mal, parce que ça divise la société, ça essaie de pousser les musulmans au communautarisme, parce que je tiens quand même à rappeler qu'aujourd'hui, la communauté la plus communautaire, parce qu'on est en République, donc le communautarisme doit être exempt, puisque nous sommes dans un pays laïque, nous sommes en République. La communauté la mieux organisée, c'est la communauté juive, au travers du CRIF, notamment, voilà, qui est un non-sens en tant que tel, parce qu'on ne doit pas avoir de communauté, en République. Et justement, on essaie de pousser en extrapolant, en stigmatisant les musulmans, en expliquant qu'il y a des zones de non-droit en France, ce qui est complètement fou. Il y a Moreno, d'ailleurs, là, qui s'est exprimé au travers de Valeurs Actuelles dans un article où elle retournait dans son quartier natal, où elle dénigre, où elle parle d'une islamisation souterraine. Canal+, le petit journal, une émission sur Canal+, a eu l'intelligence d'aller faire un reportage là-bas qui casse complètement. Donc on voit bien qu'on a affaire à un programme qui est sous tutelle du sionisme israélien, très présent malheureusement dans les médias français, et qui a pour objectif de faire peur. D'accord. Bien. Franck, est-ce que tu as encore quelque chose à nous dire? Nous arrivons à la fin du site rep, parce qu'on arrive à la fin des 45 minutes en fait. Non, mais je pense que voilà, j'ai exprimé un petit peu
ce qui se passe actuellement en Libye, le comité révolutionnaire qui est en train de grandir. Et puis bon, c'est vrai qu'on a fait un petit peu, on est sorti un peu des rangs, même si la thématique est un peu liée malgré tout par rapport à cette polémique liée à Zemmour actuellement. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait. Voilà. D'accord. En tout cas, merci Franck. Hein, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de nouvelles sur la Libye, hein, du fait des attaques en particulier, évidemment. Et puis le temps passe. Hein. Mais pas que ça, parce que j'avais annoncé des choses dans le dernier site web qui se confirment dans le temps. Voilà. C'est-à-dire que avec mes amis libyens, membres de la résistance, on a porté des analyses qui s'avèrent justes. On est toujours en statu quo, et puis ce pétrole continue à couler à flot, augmente même, et puis voilà, on a toujours affaire au pillage en règle des richesses aux dépens du peuple libyen. Voilà. Donc, pour ça que je voulais laisser un peu de temps, de manière à ce que les propos que j'ai pu tenir dans les derniers sites web s'avèrent justes. Voilà. Hein, puisqu'il y a toujours ce statu quo que j'avais annoncé lors des différents sites web. Par contre, une note d'espoir, c'est que le peuple s'organise. Alors, c'est vrai que c'est compliqué, mais il y a une résistance qui se met en place. Il est bien évident que je ne peux pas, et ça, je pense que toi et tes auditeurs pourront comprendre, exprimer ce qui se prépare dans un proche avenir en Libye. Voilà. Mais il y a une conscience populaire et des choses bougeront dès que l'opportunité se présentera. Voilà. Le ras-le-bol est patent là en tout cas, c'est ça que ça veut dire déjà. Oui, nous sommes prêts, nous attendons, mais nous sommes prêts. Très bien. Merci voilà. Franck de nous avoir offert cette lecture de la réalité en Libye et ce qui l'entoure, avec ces manifestations du CRI qui sont toutes neuves mais qui sont prometteuses. A très bientôt pour un prochain Citrep, le numéro 14. À bientôt. D'accord, c'est moi qui te remercie encore une fois de plus, Tom, d'être constant, fidèle et de pouvoir, au travers de mes propos, donner la parole au peuple libyen qui est aujourd'hui opprimé. Donc, en tant que coordinateur du CRI Europe, mais aussi au nom de Terlège, coordinateur général, nous te remercions pour les efforts et le temps que tu consacres à nous permettre de pouvoir donner la parole du peuple libyen au travers de ces sites web. Merci à toi, Tom. Merci Franck, bonne soirée et à très bientôt. À bientôt. Merci Tom, au revoir.